Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Il est désormais acquis comme une vérité irréfutable, voire un poncif même, que les Algériens sont les meilleurs experts du monde dans 3 domaines très particuliers. Vraiment les meilleurs, ou du moins le pense-t-il. Ces 3 domaines d'expertise sont la religion, l'histoire et le football. C'est une vocation nationale, innée et indiscutable que nous tétons au sein. Petite précision très curieuse par ailleurs et fort heureusement pour notre machisme national, les femmes ne sont pas admises au Cénacle. Elles ne sont pas concernées par ces expertises de prédilection parce que cela ne pourrait être admis totalement rédhibitoire, comme de pouvoir fréquenter les coiffeurs ou les hammams pour hommes, les cafés de la Houma et autres sacro-saints macho machin chose. Et c'est donc ainsi que chaque Algérien ne craint pas le moins du monde de contredire les meilleurs spécialistes dans les domaines de la connaissance que je viens de citer, la religion, l'histoire, le football. Et c'est ainsi que chaque Algérien, ou à peu près, peut vous faire une fatwa sur n'importe quelle circonstance de la vie ou de la foi qui nécessiterait pourtant une interprétation exégétique, jusque-là dévolue à des commentateurs patentés. Pareil pour l'histoire, où n'importe quel Algérien peut, en quelques détails lapidaires, décréter que tel personnage historique est un héros ou un traître. Pareil pour le football, où le supporter algérien, qui a désormais jeté son dévolu sur les plus grandes équipes du monde, qu'il supporte comme si elles étaient celles de son patelin natal, peut vous donner toutes les fluctuations du mercato, refaire la composition des équipes et donner un cours magistral aux sélectionneurs sur les stratégies qu'il aurait dû adopter. En somme, nous avons des millions de très grands experts sans aucun complexe, et c'est à se demander si nous ne pourrions pas les exporter à la Mecque, à Médine, à l'Azhar, pour permettre une renaissance de l'exégèse islamique, dans les meilleurs universitaires du monde pour enseigner l'histoire et pouvoir refaire l'histoire de l'humanité, et pouvoir enfin transformer les personnages les plus illustres en sombres félons. Et pareil pour le monde du football, qui nous ouvre les bras et des perspectives pour avoir le privilège insigne de pouvoir enfin bénéficier de sélectionneurs algériens. يما كتري من الدعاوي ولادك راهم خارجين يمشيو على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري الألجيري ليبري 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 الألجيري اليوم الشعبي الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش. Algérie, la JSK dope le Hirak. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, mais nous allons parler d'autres choses aussi qui concernent l'actualité de cette semaine. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Brahim Younsi, cadre du MDA de 1982 à 88. Brahim Younsi, merci d'être là. Bonsoir, merci C. Jamal, merci pour l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à mes amis sur le plateau. Merci à vous. Je vous laisse les annoncer. Voilà, Idir Honoran, analyste politique. Idir, merci d'être là.
Merci pour votre invitation. Je salue Brahim et tous les spectateurs et téléspectatrices. Brahim, Karim, non? Non, et je vous laisse le soin d'annoncer monsieur... Ah, d'accord. Karim, Naïtou Slimane, militant politique. Karim, merci d'être là. Bonsoir Jamaldine, merci de l'invitation. Parce que nous ne savons pas tout. Et heureusement. Alors, nous allons parler d'abord de la JSK. Je vous rappelle quelque chose, c'est que pendant des années, le régime s'est servi du football comme de l'opium du peuple. Panem, la fameuse, le pain, le cirque, pour embobiner les peuples et les faire oublier, leur faire oublier leur triste réalité. Or, voilà. Or, ce qui est arrivé, qui est d'une justice extraordinaire, et que le Hirak est sorti des stades. Je vous rappelle, Casa del Moradia, tous ces chants du stade, et même l'organisation du Hirak. Les slogans, cette façon, cette joie de vivre, cet enthousiasme, c'est incroyable. Et donc voilà que, après les coups tordus de la subversion pour essayer de couper la Kabylie du reste de l'Algérie, voilà qu'arrive ce match de demi-finale de la Coupe d'Afrique, qui est remporté par les JSK. Et la JSK qui a été supportée dans toute l'Algérie, mais avec un enthousiasme débordant. Nous allons essayer de regarder des images tout à l'heure. D'abord, nous allons commencer par Tizi Ouzou, comment Tizi Ouzou a fêté l'événement. La joie à Tizi Ouzou et la politique aussi. Est-ce que nous avons des images sur le reste du pays, de la façon dont les autres Algériens ont fêté? C'est tout ce que nous avons pour le moment. D'accord. Alors, mes chers amis, la JSK, sa victoire qui a été fêtée en Kabylie, mais aussi un peu partout en Algérie. Nous n'avons malheureusement pas les images. Qu'est-ce que nous pourrions dire sur cet événement? Reste-t-il juste un événement sportif? Pas du tout. C'est certainement pas seulement un événement sportif, parce que cette victoire, le pouvoir ne peut pas se l'approprier. C'est déjà un acquis populaire, que le pouvoir ne peut pas s'approprier cette victoire. Et d'autre part, on l'a vu, c'est toutes ces dernières semaines, sinon tous ces derniers mois, que Tizi Ouzou centralisé. Tizi Ouzou centralise. Et on vient de le voir que la JSK rassemble. Tout cela est de bon augure et reforme, reconstitue l'union. On voit bien que l'union se coagule. Il y a une coagulation quelque part de la nation à travers malgré la subversion qui fait tout pour essayer justement de dissoudre cette... Oui, mais elle ne réussit pas. Elle ne réussit pas, cette subversion. Tout simplement parce que, me semble-t-il, le pouvoir illégitime ne mobilise pas.
Il ne peut plus réguler, il ne régule plus. Mais il peut néanmoins intoxiquer le climat, Oui, mais cela empoisonner les relations entre les Algériens. Oui, mais cela, jusqu'à maintenant, et Dieu merci, n'a pas véritablement fonctionné. Il a récupéré tous ceux qui étaient susceptibles d'être récupérés. Il n'a plus rien en stock. Absolument. Vous pensez vraiment Moi, je pense qu'il n'a plus rien en stock. Pardon, Brahim, si je t'interromps. Non. Voilà. Moi, je crois que c'est une victoire, mais elle masque. Il y a beaucoup de joie en Kabylie. On connaît tous l'histoire de la Kabylie, de tous les présidents qui l'ont traversé, la yarhamhum, ça va du président Abtouch à M. Benqassi, à M. Khalef, à tous ces grands dirigeants qu'a connu la GSK, qui était un club mythique, qui était un club identitaire, il faut le dire aussi. Mais je ne pense pas que cette joie qui est partagée par les jeunes supporters dans l'enthousiasme, au moment où on arrête en embastille de jeunes militants kabyles, pacifiques, et qu'on les affuble d'accointance avec le MAC, alors qu'ils n'ont absolument rien à voir avec le MAC, on en reparlera dans la deuxième partie, j'espère. Je pense que ça fait la joie de beaucoup d'Algériens, c'est un peu de fierté qu'un club algérien arrive en finale de Coupe d'Afrique. Brahim l'a souligné, le pouvoir ne peut pas récupérer, mais je ne pense pas que la joie soit au rendez-vous comme avant. Nous sommes dans une situation très difficile, une situation psychologique très difficile. Le Hirak est là meurtri, il est là encadenassé. Nous l'avons, avec Brahim tout à l'heure, il a dit une phrase, on était en off, il a dit entre... je mets des guillemets, excuse-moi Brahim, mais si je te reprends mal, tu as toute la latitude de rebondir. Cette relief qui n'a pas encore fait convergence, comme on l'a souvent dit, avec le Hirak, nous sommes dans une impasse historique. Et d'ailleurs, il faudra peut-être tout à l'heure, M. Benchenouf, si vous le permettez, dans la deuxième partie, je pense, voir avec tous les détenus apparentés. Justement, mais pourquoi dites-vous les détenus kabyles? Pourquoi il n'y a pas que des détenus kabyles? Non, justement. Vous n'allez pas me diaboliser en parlant comme ça. Non, mais les détenus moi je mets à la place des téléspectateurs qui vous écoutent et ils doivent penser que... Non, les détenus kabyles, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est des détenus qui militent tous pour l'autonomie de la Kabylie, qui sont pacifistes d'eux, c'est tous des dissidents du mouvement indépendantiste, et moi je les connais bien, je les connais depuis plus de 30 ans. Donc je sais de quoi je parle. Quand elles attaquent de fomenter des actions terroristes, je jure sur mon honneur, je les connais parfaitement. Oui. D'abord, ils ne militent pas pour l'autonomie. Oui. Juste une précision, moi je ne leur jette pas la pierre. Ils militent pour la séparation de la Kabylie de l'Algérie. Non, pas tous. Non, pas tous. Le MAC. Le MAC. Ah, je ne parle pas du MAC. Non. Et puis, aucun élément du MAC n'a été arrêté. Non, il y en a qui ont été arrêtés, comme les éléments de la Chad. De la Chad qui ont été arrêtés. Pas dans cette affaire-là, voilà ce que je veux dire. Pas dans cette affaire d'il y a 48 heures. Parce que c'est un problème assez complexe, il faudra dénouer les chevaux afin que peut-être nos téléspectateurs puissent comprendre et donner des éléments factuels, sans parti pris aucun, avec la rigueur qui nous sied et avec l'expression de la véritable vérité. Et je tiens à préciser une chose, je ne suis pas en train de justifier l'arrestation des gens du MAC. Oui, non, tout à fait, j'ai très bien compris. Moi, je considère que personne ne peut être arrêté en fonction de ses idées. On peut en discuter. Et je peux juste dire quelque chose, c'est pas déflorer un secret entre nous. Tout à l'heure, on s'est posé la question, combien de militants de la Chad ont été arrêtés? On s'est posé cette question. Entre une vingtaine et une trentaine. Ah ben voilà, c'est suite à la classification par ce pouvoir inique, ce pouvoir illégitime de deux organisations, le MAC et les autres. Il y a l'URK, il y a la ACAL. C'est les traités comme ça de terroristes, ce qui fait que maintenant... Ils ont traité le MAC de terroriste, MAC et la Chad. Oui. Les autres n'ont pas été traités de mouvements qualifiés de mouvements terroristes. C'est utile de le préciser. C'est très utile, mais excusez-moi, juste un moment, excusez-moi quand même, je prie juste. C'est que la plupart des gens qui ont été arrêtés, c'est des membres fondateurs du MAC. Il y en a un parmi eux que je connais, qui est un ami, qui est un frère, avec lequel on parle très souvent, qui est en choc frontal avec le leader du MAC depuis plus d'une quinzaine d'années. Et c'est public. Et devinez ce qu'on met sur son PV, c'est l'avocat qui nous a appelé. Au mouvement terroriste. Accointance. Voilà. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. En un mot pour la GSK, c'est véritablement de la joie, mais vu l'état du pays, je pense que personne n'est dans la joie, M. Benchenouf. Je pense que
L'affaire de la GSK, déjà, c'est un grand bravo. Déjà, c'est un grand bravo. Ça arrive à un moment où on avait besoin de cette bouffée d'oxygène. Je pense que de la joie, il y en a quand même. Il y en a eu, mais vous savez, la joie, c'est différent. C'est pas de fêter, mais il y a la joie de l'espoir, vous savez, parce que dans le moment actuel, c'est vrai que quand même l'Algérie vit une situation inédite jusqu'à présent, qu'on n'a pas connue de cette manière, en tout cas, une situation où il y a une angoisse maintenant. On arrive à un moment où il y a une angoisse, il y a plus de 300 détenus d'opinion en Algérie, il y a de la répression, il y a de la peur qui commence à s'installer, mais dans cette ambiance, dans cette ambiance très négative, on a quand même un espoir, une lueur, qui est cette âme. Et c'est comme ça que je vois ces questions de football, par exemple. C'est l'âme du peuple, l'âme de la nation dont on parle souvent avec Sébrahim. L'âme de la nation, le cœur qui bat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Algérie, le peuple algérien, est encore vivant. Il vit encore, il a encore cet espoir qui lui permet d'espérer un changement, d'espérer de l'amélioration, même si jusqu'à présent on voit que le régime en place s'entête et que les oraisons sont fermées du côté du système, du régime en tout cas. Il n'y a pas d'ouverture politique authentique à laquelle on pourrait croire. Mais dans cette ambiance très difficile, lorsqu'on a des moments comme ça, des événements sportifs, et surtout qui tombent par la GSK, parce vous avez tout à fait raison de signaler tout son versant aussi identitaire, il y a toute cette culture qui est derrière la GSK, c'est plus qu'un club de football. À un moment où cette région-là, elle est visée par le régime pour l'isoler, donc on voit que cet événement sportif rassemble les Algériens et surtout focalise leur attention et leur énergie sur cette même région qui devient maintenant réellement une lueur d'espoir. Là, pour le moment, c'est dans tout. C'est en politique, parce que le Hirak se fait maintenant en Kabylie et on a les militants qui viennent de partout. Et on a aussi même sportivement la victoire maintenant. L'Algérie qui gagne, elle est en ce moment en Kabylie. Elle est partout. Mais en ce moment même, ce moment précis, ça se fait. Donc l'espoir est en Kabylie. Et donc nous, on souhaite bien sûr que la finale, la GSK va l'emporter parce que la GSK, c'est aussi l'Algérie. C'est comme on dit aussi en politique. Tizi Ouzou, Bijaya, Bouila, c'est l'Algérie. Tout ça, c'est l'Algérie. Et cet espoir, pareil, le football, et vous allez voir, cette victoire, elle est ressentie, elle est vécue par tous les Algériens. Et c'est sur ça qu'il faut, à mon avis, toujours garder... Qu'il faut investir peut-être dans les deux sens pour cette empathie que ressentent les Algériens, tous les Algériens pour les Kabyles. Il faudrait peut-être mettre un peu plus en exergue cet attachement de tous les Kabyles parce qu'il y a un test à faire, Djemal. Ce qui serait bien, c'est que ce soit exprimé haut et fort pour pouvoir rassembler vraiment. Je pense que ce qui me plaît, moi, dans cette situation, c'est que vous savez, il y a des moments qui ne trompent pas dans la vie. Moi, je vous fais une confidence, par exemple. Moi, ça fait très longtemps que je ne regarde plus le football. Je me suis dit, je ne regarde pas le football. Mais j'ai lu beaucoup de choses, ça amuse les gens, ça t'empêche de travailler. Donc, ça fait très longtemps que je ne regarde pas. Par contre, je ne vous cache pas, quand c'est des matchs qui se jouent en Algérie, ça ne m'intéresse pas. Mais quand je vois un club algérien jouer avec un club d'un autre pays, ou surtout l'équipe nationale aussi parfois, il y a quelque chose qui est bas en moi. Et c'est là qu'il y a des choses qu'on peut pas... Et donc là, voilà. Et donc là, en ce moment, la GSK va jouer prochainement avec nos voisins marocains, lorsqu'elle joue avec des clubs africains. Quel est cet Algérien qui va rester indifférent? Et c'est là qu'on va regarder. Eh bien justement, Karim, puisque aujourd'hui, JSK, Tizi Ouzou, la Kabylie, est en train de rassembler les Algériens parce que la Kabylie est à l'avant-garde du Hirak, parce que la Kabylie a représenté d'une certaine façon l'Algérie par rapport au continent africain, qu'elle va le représenter à la finale. Mais est-ce que ce ne serait pas l'occasion aussi, cette équipe qui a rassemblé les Algériens, qui pourrait rassembler les Maghrébins, qui pourrait, ce match JSK Raja Casablanca, est-ce que ce ne serait pas l'occasion justement, parce que ce régime qui fait tout
pour nous dresser contre nos compatriotes et nos frères et nos voisins marocains, est-ce que ce ne serait pas l'occasion, à travers ce match, de renouer ces liens antiques qui ont toujours existé entre nous? C'est à souhaiter, on peut dire que cela. Mais je veux revenir à cette victoire et à cette communion des Algériens sur la victoire, cette victoire de la JSK. La JSK aujourd'hui agit, et sa victoire agit comme une victoire de l'équipe nationale. Oui. Parce que malheureusement, l'équipe nationale est accaparée, récupérée, qu'on le veuille, malgré le travail formidable que fait l'entraîneur et les joueurs. Absolument. Et qui montre des signes d'indépendance par rapport au régime. Oui. La première fois. Oui, absolument. Et qui a soutenu le Hirak. Faut-il encore le souligner. Absolument. Mais malgré tout ce travail, et travail formidable de l'entraîneur national, du sélectionneur national, qui est un type formidable, le pouvoir s'accapare des victoires. Il s'accapare. Mais il ne peut pas s'accaparer, il ne peut pas récupérer la victoire d'un club comme la JSK. On sait que cette équipe a toujours été en rébellion. C'est une histoire frondeuse. Absolument. Qui démarre de très loin. Et d'autant que... Avant qu'elle ne devienne la Jette, si vous vous rappelez, mais vous savez, la Jette... journée... Boumediene assassin de tout un stade. Vous m'ouvrez un boulevard. Jet a été transformé en Jugurtha, existe toujours. D'autant que ce club a connu des moments difficiles, très très difficiles. Oui. Il revient de loin. Il revient de loin. Sa victoire est d'autant plus importante et symbolique en ce moment, en dépit. C'est la raison pour laquelle elle est politique. Cette victoire est politique. Cet événement est politique. Et qu'il est normal que toute l'Algérie, ou quasiment toute l'Algérie, applaudisse et soit en communion avec cette équipe. Alors, j'aimerais que nous parlions des détenus. Ils sont aujourd'hui, les derniers chiffres qui sont... éligible à l'augmentation, à l'exponentielle et à la flambée, j'allais dire. Ils sont de 306 détenus. 306. Ça veut dire que c'est fou. Hein. Il n'y a pas quelques semaines, ils étaient moins de 200. Ils étaient à 206, 207. Voilà. Donc, d'après vous, ça rime à quoi, cette répression, ces intimidations, ces menaces, à un moment où ce régime est en perte de vitesse partout et à un moment où il vient d'enregistrer le taux le plus fort du boycott depuis 1962. Et il vient de réaliser un parlement par la fraude, le parlement le moins bien élu depuis 1962. C'est le record absolu. Et ça ne l'empêche pas de continuer à mettre les gens en prison. Idir. Que voulez-vous que je vous dise après? Il faut revenir à la genèse de tout ça, à l'éruption du Hirak, du fameux février 2019, à la feuille de route imposée par le chef d'état-major pour aller vers le processus constitutionnel. Et là, on paye cash toutes ces fausses solutions parce qu'on a de vrais problèmes. Après 3 échecs électoraux, comme vous venez de le souligner, avec une assemblée qui est très mal élue, il reçoit une délégation d'indépendants, ça ne veut absolument rien dire. Sur quelle majorité va-t-il s'articuler pour former son gouvernement? Comment peut-il laisser des bengrina, des moqueries, j'allais dire des moqueries. Ça dépend comment vous l'écrivez. Oui, tout à fait, bravo. C'est pour ça que j'ai dit des moqueries, j'ai répété. Bravo, Brahim. C'est toutes ces questions-là qui ont été vraiment, encore une fois, sans vouloir essentialiser. L'un dit, un sénateur dit, la Kabylie c'est un cancer. L'autre, il dit, c'est une chose. L'autre, il dit, ceci. Et vous savez, M. Benchenouf, moi, ce qui me désole, c'est pas par rapport à la Kabylie que j'assume, la mienne, je l'assume, la mazérité, je l'assume. C'est pas mon problème, c'est pas mon problème. C'est que des gens comme ça vont peut-être être amenés à occuper des postes institutionnels
La traduction qui se fera sur la Kabylie, qui en a marre d'être stigmatisée, je vous le dis tout de suite, excusez-moi pour mon marre, d'être instrumenté ou instrumentalisé, il faut que ça cesse tout ça. Il faut vraiment, véritablement que ça cesse. Parce que ce n'est plus possible. Et dans ce cas-là, ça voudra dire que l'État algérien est un État raciste. Quand il y a des propos comme ça qui sont dits par des gens qui risquent d'avoir des responsabilités ministérielles. Et là, j'en aurais terminé sur ce côté-là. Par contre, les 300 détenus, vous savez, pour en revenir juste aux militants de la Chad et aux militants autonomistes qui ont été arrêtés en Kabylie, ça fait un choc. Je ne parle même pas de l'arrestation de M. Nourdine Hamouda. Je parle de ces gens-là. Je les connais bien. C'est des amis à moi. Et Nourdine aussi, que j'assume l'amitié que j'ai pour lui. Je vous assure que ça risque d'exploser. Et là, je me permets de lancer un appel, si tant est que je sois un peu légitime à appeler nos jeunes à ne pas aller ou entreprendre des actions qui nuiraient à la fois à la stabilité de la Kabylie et à la stabilité du pays. Ces questions vont être réglées. Mais côté Kabylie, Oui. compris à Hamouda, dont je dénonce l'arrestation, comme je dénonce l'arrestation de tout le monde, Tout à fait. les propos qu'il a tenus, la Kabylie ne doit plus... comment il a dit Elle ne doit s'occuper que d'elle-même. Et seulement d'elle-même. C'est un appel, en tout cas pas à l'union, pas à faire face ensemble contre un régime prédateur, mais c'est presque... Pourquoi ne pas voir les choses comme elles sont? C'est un appel qui est très négatif. Moi, je vous demande de la même manière que l'État est raciste, il fait preuve de racisme. L'État n'a pas fait preuve de racisme jusqu'à présent, elle fait preuve d'ostracisme, en marginalisant aussi bien les Chaouis que les Kabyles et les Mozabites dans le développement économique. Là, on est d'accord, c'est de l'ostracisme, on peut l'appeler une forme de racisme économique, c'est pas le souci. Mais M. Benchenouf, ce que vous dites là, que la Kabylie, quand M. Aït Hamouda dit que la Kabylie doit s'occuper que d'elle-même, vous savez, ça vient de loin tout ça, ça vient de très loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de militants qui militent pour un système autonomique des régions. Moi-même, j'ai signé des documents appelant à un système autonomique des régions, un système avec un État unitaire régionalisé fort, régalien, avec des régions autonomes, avec des gouvernements régionaux. C'est des questions institutionnelles qu'on doit se poser. Nourdine ne voulait dire que ça. Là n'est pas... Non. Ah, vous lui prêtez de ne dire que ça. Oui, moi qui le connais bien, et je peux vous dire une chose, hein, j'ai rarement vu un nationaliste comme Nourdine. À la limite, il nous taxait, nous, de séparatistes, quand on était simplement dans le système autonomique des régions. Et nous, ça ne démarre pas depuis simplement 2000. Mais il y a des mots qui pèsent très lourd. Quand maintenant, vous parliez d'ostracisme économique à l'endroit de la Kabylie. Chez Chaoui aussi. Hein. Non, il y en a beaucoup. Pas seulement Chaoui aussi, toute l'Algérie. Est-ce que vous connaissez une région qui ne subit pas cet ostracisme? Le Grand Sud, oui. Le Sud est la région qui subit le plus d'ostracisme économique. Les régions arabophones, comme Sila, Jelva, Thiers, etc., subissent un ostracisme. Il n'y a pas d'ostracisme économique contre la Kabylie. C'est faux de le dire. C'est un ostracisme contre toute l'Algérie. Parce que ce sont des mots qui pèsent lourd. Ce que je veux vous dire par là, je vais vous donner un exemple très simple. Oui. Moi, sur ces questions, M. Benchenouf, ça fait 25 ans que je travaille dessus. Oui. Donc, j'ai des réponses. Oui. Une ligne ferroviaire entre Simstafa et Tizi Ouzou, 40 km. Oui. 30 ans pour la réaliser. Et le ministre, c'était une voie à double voie, et le ministre sur place, c'était même pas l'inauguration, c'était le bureau d'études, il a dit une seule voie. Je sais de quoi je parle. C'est vrai qu'il y a eu le NIEM, c'est vrai qu'il y a eu Cotitex, c'est vrai qu'il y a eu le plan spécial, mais le plan spécial, comment a-t-il été négocié? Brahim peut en parler. Voilà. Mais ce n'est pas propre à la Kabylie. Mais je ne dis pas que c'est Je propre à la connais Kabylie. un cas, la ligne ferroviaire Tbessa Sogaras, 40 ans. Je parle en connaissance de cause, j'étais journaliste là-bas. C'est pour vous dire 40 ans. Ce n'est pas la Kabylie qui souffre. Non, je ne dis pas. C'est faux de le dire. C'est toute l'Algérie qui souffre. Non, c'est-à-dire faux. Parce que nous sommes sous la même base d'une mafia. Je dis une chose, c'est que, vu toutes les attaques, ne serait-ce que pour ces 2 dernières années, qui ont été subies par la Kabylie, et là je ne raisonne même pas en tant que Kabyle, je raisonne en tant que militant des droits de l'homme. Moi j'ai défendu Samir Blarbi qui est islamiste, dont je ne partage pas le projet. Je défendrai demain un islamiste dans le cadre de Riposte, dont je suis membre fondateur, et je peux vous dire qu'il y a une déclaration de Riposte aujourd'hui qui condamne toutes les... Ça, je n'ai pas de doute là-dessus.
Mais quand je dis que la Kabylie a été instrumentalisée et c'est une variable d'ajustement pour régler des comptes quand il y a des clans du pouvoir qui sont en bisbille, ça, il faut le reconnaître. Ça, c'est un. Évidemment. Et de deux, et de deux, quand on dit, par exemple, vous savez, toutes ces je ne parle même pas de Naïma Salhi ou de. Moi, quand j'entends un sénateur dire à Dastan Cancer, quand j'entends un ancien capitaine dire il faut les gazer, quand j'entends l'autre il faut les tuer, mais où sont les intellectuels algériens? Où sont les journalistes algériens? Et là, on est d'accord. Où est Adil Houari? Où sont tous ces jeunes intellectuels? Adil Houari a toujours condamné les attaques je dis Adil contre la Houari, Kabylie. je m'excuse, je ne prononce pas de mots. Je voudrais que les militants des droits de l'homme puissent s'exprimer par rapport à ces arrestations. Je me sens visé, je me sens trahi dans cette histoire. On va faire tourner le micro. Idir, pour que les gens ne nous comprennent pas, vous et moi, de façon tordue. Non, il n'y a pas que la Kabylie qui est visée, c'est toute l'Algérie qui est visée. Dans ce cas précis, et on se sert de la Kabylie pour diviser cette union du Hirak algérien. Et peut-être que des réactions kabylo-kabyles mettraient à mal cette union naissante des Algériens, cette union très forte. C'est pour ça que je vous ai interpellé sur la question. Excusez, donnez-moi une petite minute. Oui, allez-y. J'ai toujours parlé de la nation. J'ai toujours répondu sur la refondation de la nation qui passerait avant la refondation de l'État. J'ai toujours appelé à une reconnaissance mutuelle de toutes les composantes du peuple algérien dans un équilibre de manière apaisée et de manière, j'allais dire, consentante, que tout le monde trouve son équilibre. Cependant, moi, j'interpelle les gens, parce qu'il y a des arrestations, pas simplement en Kabylie, mais ailleurs, mais qu'ils puissent s'exprimer sur une justice inique. On a fabriqué des dossiers à plein de gens. Quand une justice militaire fabrique des dossiers, puis ensuite, qu'est-ce que vous voulez attendre d'un pays comme ça? Qu'il y ait au moins une prise de position qui serait de l'ordre constitutif du principe. Et ça ne mange pas de pain. Ça voudrait tout simplement dire avoir un peu d'honneur, un peu de nif et un peu de respect. Et ça devrait être imputé au régime et au régime seulement. Entre autres. Ça devrait être imputé à une intention de nuire à l'unité des Algériens et non pas de nuire à la Kabylie. On ne veut pas que les Kabyles et les autres régions du pays soient unis, regardent dans le même sens et vont vers les mêmes horizons. Kadim. Sur cette question très épineuse, que je comprends parfaitement, parce que moi aussi, bien que je n'ai pas l'expérience qu'a Deidir sur le dossier, et je comprends aussi sa colère, parce que c'est toujours très difficile quand on est touché par... quand on est touché dans on va dire, les personnes les plus proches, parce que si je comprends bien, c'est des gens avec qui il a fait un parcours et il est toujours en relation. Depuis plus de 30 ans. Ça, bien sûr. Donc, voilà. Donc, comment on vit les choses, c'est différent. Donc, et je pense que ce qu'a exprimé Deidir, tout en comprenant ce que vous avez dit aussi, Ben Chennouf, et je pense que là, on va trouver un point de rencontre qui est très facile en réalité, c'est qu'en Kabylie maintenant, il y a de l'espoir, il y a de la frustration. Il faut le savoir. Il y a de l'espoir, il y a de la frustration. C'est-à-dire, moi, seulement, pardon de vous interrompre, je vais vous dire pourquoi. Je ne peux pas laisser passer. Pourquoi vous dites en Kabylie, il y a de l'espoir et de la frustration dans toute l'Algérie? C'est différent. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire pourquoi. Dites-moi. Moi, je ne dirais pas la Kabylie. J'ai toujours refusé à dire des choses de cette manière-là. La Kabylie devrait se. Moi, je dirais, il ne faut pas laisser la Kabylie seule face à ce régime, comme ça a toujours été le cas, ou presque. Voilà moi comment j'exprime la chose. Après, chacun parfois comment l'exprime, mais ce qu'il y a maintenant, c'est que ce que les Kabyles, moi aussi j'assume ma kabilité totalement et mon algérianité par-dessus tout, c'est que il faut que les Algériens aussi, il faut qu'on atteigne un niveau de maturité nationale pour comprendre, par exemple, que le combat, par exemple, là, pour Temezirf n'est pas un combat kabyle. N'est pas un combat kabyle. Le combat pour Temezirf, c'est un combat d'abord de tous les Amazirs et de tous les Algériens. Parce que lorsqu'un Kabyle défend son amazirité, il défend son algérianité et il ne le fait pas, par exemple, contre les arabophones ou contre les autres wilayas ou quoi que ce soit. Donc, de ce côté-là, la Kabylie a toujours fait preuve d'ouverture envers les autres wilayas et n'est jamais tombée dans les pièges du régime. De ce point de vue-là,
les autres wilayas aussi, surtout depuis le Hiraka, il y a un coefficient de maturité politique qui augmente, qui accélère les choses. Et moi, j'ai personnellement été très content et heureux de voir comment les autres régions se sont solidarisées lorsque la Kabylie était visée, par exemple, dans l'épisode du drapeau Amazigh, sous Gaïd Salah, par exemple. Mais le sentiment de frustration, là où il se situe en ce moment, c'est qu'il y a une détermination à avoir. Chez les Kabyles, il faut le dire, il faut l'assumer, il n'y a plus de doute. Nous, on condamne ce régime et on voudrait un régime démocratique où tous les Algériens pourraient vivre et cohabiter. Et on n'a aucun doute sur la place des autres wilayas, de nos concitoyens. Mais ce qui gêne parfois, c'est qu'on voit qu'il y a encore des gens, par exemple, qui se posent, par exemple, les questions sur c'est quoi le drapeau Amazigh, est-ce qu'il ne faudrait pas taire cette revendication pour l'instant. C'est à peu près là où se situe. D'un côté, on voit une détermination populaire, il y a une détermination populaire. D'un autre côté, on voit que le régime, parce qu'il sait très bien que la Kabylie ne cédera pas, et toute l'Algérie ne cédera pas, mais il sait très bien que maintenant le réacteur se retrouve en Kabylie. Donc c'est pour ça que la réponse à avoir dans cette situation, c'est qu'il ne faut pas laisser les Kabyles seuls, il ne faut pas laisser aussi, parce que moi j'ai la même frustration, il ne faut pas laisser les détenus qui sont en prison seuls, parce que je vois que la mobilisation sur les détenus d'opinion, parfois, elle commence à se réduire. On dirait que ces familles, on commence à presque oublier les prisonniers. Donc c'est un sujet qu'on doit vraiment approfondir et creuser. Mais c'est sur ça, il ne faut pas abandonner ceux qui militent durement contre ce régime. Et cette région-là, pour l'instant, elle est en première ligne. Et c'est en cela qu'on peut retrouver la frustration. Moi, sur un point, je suis tout à fait d'accord avec Karim, ce qu'il vient de dire. Il ne faut pas laisser la Kabylie toute seule. Ce n'est même plus une région qui est à l'avant-garde, c'est une région qui est seule, quasiment, face à un ennemi redoutable. Je ne dis pas adversaire, je dis un ennemi redoutable, et ce n'est pas l'ennemi de la Kabylie, comme le disait Idir, mais c'est l'ennemi de toute l'Algérie. Et c'est l'ennemi de tous les Algériens, mais que les Kabyles sont en train quasiment de combattre pour le moment seuls. Il ne faut pas les laisser seuls, mais comment faire aussi, en même temps, pour ne pas laisser la Kabylie seule, mais d'un autre côté, de ne pas permettre aux crispations identitaires de devenir le maître du jeu dans cette région. Et c'est le cas, bien souvent, puisque nous sommes en train de voir que beaucoup de nos compatriotes kabyles sont en train de tomber dans l'escarcelle du MAC, que nous le reconnaissions ou non. Je ne dis pas que c'est massif, je ne dis pas que c'est un ralliement massif, mais c'est une tentation qui a de plus en plus d'adeptes. Comment faire ? Le pouvoir dans cette affaire, me semble-t-il, bien sûr que personnellement, je dois le dire, les gens le savent, mais je participe de la majorité, de la berbérité, sauf que je ne suis pas et je n'ai jamais été, je ne le revendique pas et je ne l'ai jamais revendiqué comme un militant de la... Au contraire, j'ai milité pour toute autre chose, ce n'est pas le sujet ce soir. Le pouvoir illégitime peut faire de la Kabylie le talon d'Achille. Parce qu'il joue sa survie. Et il sait que sa survie se joue aujourd'hui, là, dans cette région. Donc il fait de la provocation. Il est en train de provoquer une région en vue de la marginaliser. Et en prenant le risque du pire. Bien sûr, mais évidemment, c'est peut-être cela qu'il veut. Il me semble que le pouvoir agit comme il agit parce que ces appareils idéologiques ne fonctionnent plus. Si tant est qu'il en avait. Oui, mais il en a encore, mais elles ne peuvent plus mobiliser, elles ne sont plus crédibles, etc. Elles l'ont été à un moment donné. Quand la télévision parlait, c'est quand les journaux écrivaient, etc. Ni la télévision, ni la radio, ni les journaux, ni les partis, ni les universités, ni les lycées, etc., ne répondent ou n'agissent comme des appareils
idéologiques du pouvoir ou des appareils de défense du pouvoir. Donc le pouvoir fait fonctionner ces appareils répressifs. Parce qu'à défaut d'appareils idéologiques qui fonctionnent bien, il fait fonctionner ces appareils répressifs. Mais les appareils répressifs, Brahim Younsi, à mon avis, sont bien moins dangereux que cette subversion sournoise qu'il est en train de déployer et qui est en train d'avoir de l'effet. Je crois que c'est marginal, sincèrement. C'est marginal. Je crois qu'elle est marginale. Et bien sûr que ces appareils répressifs font le travail que vous pointez, évidemment. La police, les tribunaux et bien entendu les prisons. Et tous les moyens coercitifs. Oui, ben c'est ça. Oui. Bon, il ne fait que cela. Il ne fait que cela. Mais il insémine aussi du poison identitaire. Oui, mais est-ce que cela fonctionne? Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Même si quelques jeunes, etc., peuvent... Oui. Et dans les deux sens, hein, je n'entends pas poison identitaire d'un seul côté de la balance. Ils veulent absolument... Pour ou contre. Hein, ils veulent absolument soulever, pas une région, mais des sensibilités. Deux sensibilités qui pourraient éventuellement s'opposer à travers Al-Achad. C'est-à-dire on touche à ce qu'on qualifie... Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi Al-Achad et le MAC pour les mettre dans le même sac. Hein, donc voilà, parce que ce pouvoir est en train de jouer sa survie. Il va utiliser tous les moyens, et nous l'avons dit à maintes reprises ici. Il va utiliser... Donc ce que nous pouvons lui opposer, c'est s'unir tout en soulevant toutes les questions qu'Idir a soulevées. Il ne faut avoir peur d'aucune question. Très vite, Idir et Karim, pour passer à d'autres sujets, s'il vous plaît. Ce que je voulais dire, c'est que ce que vous venez de dire, c'est-à-dire suggérer un poison, je vous rassure, M. Benchenouf, la Kabylie est mûre, elle a atteint un degré de maturité que personne ne peut. Je vais même aller plus loin. Il y a, à la limite, je vous le dis, aucun leader qui puisse rassembler toute la Kabylie. Vous savez, en Kabylie, mais à part que ça se passe normalement, vous avez les souverainistes. Il y a deux mouvements souverainistes. Vous avez un mouvement indépendantiste animé par M. Farhat Mahni. Vous avez le RPK qui est un mouvement autonomiste. Vous avez des autonomistes libres. Vous avez des gens du FFS, des militants mais ça se passe normalement. La Kabylie n'ira jamais dans une aventure, soyez-en certains. Elle ne pourra plus être, je l'ai dit plusieurs fois, elle n'a plus vocation à être instrumentalisée. Je ne veux pas aller plus loin, parce qu'il y a quelques années, ça a été le cas, je vous l'accorde, mais cette fois-ci, absolument pas. Cependant, il y aura une crise politique. Je vous ai toujours dit qu'au niveau de la transition, tout va être déterminé au niveau de la transition. Karim, très vite. J'enchaîne sur ce point parce que lorsque vous dites que cette manipulation commence à avoir de l'effet, je suis désolé, Benchenouf, je ne suis pas d'accord du tout. Ça n'a pas d'effet, c'est extrêmement minime. Au contraire, le régime est en train de vraiment se tirer une balle dans le pied parce qu'il est en train de remettre sur la scène politique le débat sur la mazérité, sur l'identité et tout ça. Et là, le degré de maturité qui est en train de montrer crescendo. Hein, donc déjà, la Kabylie, comme l'a dit Deidir, je ne vais rien rajouter sur ça. Elle est suffisamment mature pour ne pas être instrumentalisée. Et je vais vous dire une chose aussi, même sur les séparatismes, sur tout ça. Je peux vous garantir que c'est en Kabylie que ça prendra le moins et en dernier lieu si ça devrait un jour arriver. Parce que les Kabyles sont profondément ancrés dans la nation. Et d'ailleurs, allez voir où ils se trouvent. Les Kabyles, il y en a dans les 48 wilayas. Toutes celles que j'ai visitées, j'ai trouvé des Kabyles. Donc c'est impossible, c'est pas faisable. Par contre, ce qu'il y a maintenant, il y a un bon coup à jouer. Pourquoi moi j'appelle les autres régions à ne pas laisser la Kabylie toute seule? Parce qu'il y a un bon coup à jouer maintenant, c'est que, puisque le régime il a sorti cette carte, les autres régions, et là il y a le match de la JSK, il y a d'autres événements qui vont venir, les autres régions doivent aussi s'embarquer sur cette voie que le régime a ouverte. Et je vais vous terminer sur ça, c'est une citation pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Récemment, j'ai discuté avec un ami que j'ai connu dans le Hira, qui habite dans une wilaya arabophone de l'intérieur. On a eu un échange. Je lui dis, alors, pour toi, le vote, c'est comment? Il m'a dit, regardez comment ça travaille la société. Donc il faut... Alors,
en 2019, en 2018, pardon, après le gros scandale de cocaïne qui avait défrayé la chronique, rappelez-vous, le journal Le Monde avait titré « L'Algérie est-elle en train de devenir une nouvelle étape sur la côte de la cocaïne ?» Cette saisie record de 701 kilos, rappelez-vous, 701 kilos de cocaïne dans le port d'Oran, avait dévoilé les véritables dessous de ce genre de trafic, dont tous les initiés savent parfaitement que les services de sécurité et un cartel de généraux algériens en étaient la cheville ouvrière. Rappelons-nous que l'affaire Zinjabil, qui avait été laborieusement étouffée et dont le chef, le baron présumé Zinjabil, avait été assassiné, avait révélé à l'opinion publique que le terrorisme dit islamique se nourrissait des subsides générés par le trafic de drogue lui-même sous la coupe des généraux. Et c'était là une révélation de Zinjabil lui-même au juge d'instruction du tribunal militaire de Blida. La relation a vite été faite et a permis de façon indiscutable de faire la lumière sur cette connivence entre le terrorisme et la junte. Mais beaucoup reste à dire sur ce trafic dont on ne nous a pas encore dit qu'il est alimenté depuis les côtes mauritaniennes, où la cocaïne est livrée par des Sud-Américains à des relais très structurés et armés qui acheminent la marchandise jusque dans l'ouest algérien, où elle part depuis des bateaux de pêche et de loisirs à destination de la haute mer en Méditerranée, où elle est transbordée sur des embarcations européennes pour être débarquée dans des ports européens. Or, malgré la parfaite organisation de ce cartel algérien de la cocaïne et du kiff, et de tous les moyens de l'État dont elle dispose, elle a servi une première fois de 1999 à 2006, lors de l'affaire Zinjabil, à vider des querelles au sein du régime entre généraux rivaux. Une deuxième fois, en 2018, lors de la saisie dont je viens de parler, la saisie des 101 kilos de cocaïne, a réglé d'autres comptes et a recomposé une partie des clans du régime. Rappelons que le fils de l'actuel président de la République, lui-même installé dans ses fonctions par une partie de la junte, en l'occurrence Khaled Tebboune, le fils de Tebboune Abdelmajid, a été mis sous mandat de dépôt et incarcéré pour cette affaire de trafic de cocaïne. Il a été par la suite blanchi par le supposé principal accusé, M. Chéri, qui lui-même a bénéficié par la suite d'un incroyable traitement judiciaire. Mais, du donnant-donnant. Mais voilà qu'une autre affaire de cocaïne vient de tomber en pleine guéguerre des clans. Juste hier, ou avant-hier, après le plus grand boycott électoral depuis l'indépendance du pays. 490 kilos de cocaïne ont été repêchés par les douanes au large d'Arzeux. Des ballots qui flottaient gentiment et qui attendaient d'être repêchés. Une valeur de 500 milliards de centimes. 5 milliards. Non, 500 milliards. À peu près 20 millions d'euros. Je crois que c'est plutôt 500. Moi aussi, j'avais fait cette erreur. Mais une affaire qui vient relancer celle où avait mouillé le fils du président Tebboune avant d'en être lavé. Une affaire qui avait été grossièrement étouffée et qui vient d'être rappelée à une opinion publique qui avait fini par l'oublier. Et à penser que cette curieuse autre affaire de cocaïne pourrait être un autre coup tordu d'un clan contre un autre pour compromettre Tebboune à un moment crucial de recomposition politique, le pas est vite franchi. Reste à savoir si on cherche à l'affaiblir, M. Tebboune, en ces temps de ce qui se veut une recomposition politique, ou si le clan en question, qui est revenu en force après avoir été décapité et littéralement dispersé, cherche à rebattre toutes les cartes et à reprendre le contrôle de la situation. Nous allons poser la question à nos amis. Alors, mes chers amis, dire cette autre histoire de cocaïne. Karim Brahim, qui se lance? Moi, je ne suis pas spécialiste cocaïne. On ne l'est pas, rassurez-vous. Mais comment ça tombe à pic, hein?
C'est 500 kilos à peu près qui se trouvent en train de flotter, d'attendre Ce qui gentiment. est surprenant, c'est ce que vous venez de dire à l'instant, à savoir que la drogue, la cocaïne en particulier, est devenue la variable d'ajustement dans le système. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement grave. C'était autre chose qui jouait la variable. Le plus grave, c'est que c'est un clan du régime, composé justement de généraux et de leur clientèle, qui sont à la tête de ce trafic. Oui, mais c'est ce qui se dit, effectivement. Oui. C'est ce qui se Ouais, dit. l'affaire Zinjabil l'a prouvé. Voilà. Hein, voilà. l'a prouvé. Voilà. La presse, à l'époque, et je crois que vous aviez écrit d'ailleurs. Oui, oui, j'ai beaucoup écrit sur la question. Voilà, J'avais beaucoup écrit. Oui, je vous lisais. Donc, effectivement, dans beaucoup de pays du monde, là aussi, nous sommes en présence d'une affaire éminemment politique. C'est souvent les États. On l'a vu dans les pays sud-américains. On l'a vu à Panama. On est allé même chercher, j'ai oublié son nom qui est décédé, le chef de l'État panaméen. Les États-Unis l'ont emmené littéralement, et qui est mort en prison d'ailleurs. Oui, j'ai oublié son nom moi aussi. Les plus grands narcotrafiquants. Il y avait des narco-États surtout. Oui, c'est ça, exactement. Ce sont des États qui sont les plus grands narcotrafiquants. Nous n'allons pas citer certains, je vais pas, parce que nous n'avons pas de preuves. Mais il est clair que dire l'État, mais ce pouvoir est légitime depuis un certain nombre d'années, joue à ce jeu, à ce sale jeu. Et confirme sa mafiocratie, absolument, sa tendance mafiocrate. Dans la configuration ou dans le milieu des narcotrafiquants. Et ça, c'est extrêmement grave pour notre pays, parce que ça peut... les polymologues classent la drogue parmi les 5 causes possibles d'une guerre mondiale. C'est dire. C'est dire. Donc les États qui touchent à la drogue seront attaqués. Comme dirait Napoléon, je vous attaquerai, cela dépend de vous. Je vous anéantirai, cela dépend de moi. C'est dire. Donc, il faut s'attendre à cela, parce que c'est la deuxième fois, publiquement, que, entre guillemets, l'État algérien est... C'est la troisième fois. Oui. L'affaire Zinjabil, l'affaire 2018 et celle-ci. Mais celle-ci, on n'a pas encore la preuve que c'est un clan du pouvoir. Tout récemment. On le suppose. Ça ne peut pas ne pas être, étant donné l'ampleur. Vous savez, à ce niveau-là, ça se passe de commentaires. C'est que l'argent généré par, j'allais dire, le marché noir, puisque c'est le nom usuellement admis, fatalement, quand il donne des bulles spéculatives, comme il y en a eu en Algérie sur l'immobilier, sur les voitures, sur les promotions immobilières évidemment, sur tout ce que ça a flambé, c'est dû aussi à certaines entreprises. Cet argent-là qui était capté par le marché informel a fait l'objet évidemment de spéculations. Il y avait tellement un surplus d'argent qui circulait, on parle de l'ordre de 50 à 60 milliards de dollars qui circulaient de manière informelle, fatalement, inévitablement, il est capté par les réseaux mafieux internationaux, comme disait Brahim. Et ils sont recyclés. Mais c'est juste pour nous rappeler à tous, si je me trompe, vous me corrigez, c'est quand il y a eu l'affaire de la cocaïne, quand M. Hamel a externalisé les problèmes des décideurs de l'époque en disant sa fameuse phrase, ça a démembré tout le... Pour enquêter sur la corruption, encore faut-il être soi-même honnête. Être soi-même honnête. Maintenant, il n'y a pas assez de données. Moi, ce qui m'étonne, c'est les gardes-côtes et les douaniers qui trouvent, vous l'avez si bien dit dans votre édito... Ce sont des pêcheurs qui ont oui. trouvé la marchandise en train d'attendre gentiment qu'on vienne la repêcher, qui ont signalé aux gardes-côtes, qui sont arrivés doucement. Mais il y a une question fondamentale dans votre petit édito. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on nous montre le looping sur la saisie. Vous avez dit quelque chose de très, 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 très important dans votre édito. Ça mérite peut-être confirmation, peut-être des recherches pour accréditer cette thèse. Si l'Algérie fait partie maintenant d'une route pour la cocaïne ou pas. Oui. Ce qui laisserait supposer... Il n'y a pas que moi qui le dis. Non. Le journal Le Monde l'avait. Suite à votre édito. Voilà. C'est surtout mais dans cette affaire, comme dans d'autres, les gens qui sont à la tête de cette mafiocratie sont en train de sacrifier littéralement l'Algérie, peuple et État, pour sauver
quelques têtes, quelques généraux qui sont à la tête de tout ce qui se passe en Algérie comme trafic. Tout type de trafic. Mais c'est aussi dire les faramineuses sommes d'argent qui sont à leur disposition pour pouvoir qui circulent. Sacrifier ainsi 500 milliards de centimes juste pour rééquilibrer les clivages politiques. C'est quand même incroyable. Sacrifier 500 milliards juste pour faire douter Tebboune pour le mettre sur la sellette. C'est-à-dire que la place est fragile. Et comment? La place est très fragile. Et que les rivaux disposent de moyens autrement plus... oui. Karim, sur ce point? Sur cette affaire qu'on pourrait appeler peut-être de la narcopolitique, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler aussi. Parce que Ça peut être sa belle formule. Oui, parce que habituellement et traditionnellement, normalement, il y a un pacte tacite et non dit entre la mafia et les politiques. C'est que les mafieux ne font pas de politique. Et les politiques, généralement, ne se mêlent pas des affaires des mafieux. Ah, c'est pas tout le temps mais évident. Là, en tout cas, pas de cette manière flagrante. Comment on appelle la mafia japonaise? Les Yakuza. Les Yakuza tiennent l'État. Oui. Et ben voilà, la mafia italienne tient... Il faut vérifier leurs mains, combien... Mais pas de cette manière. Ce que je veux dire, c'est Karim, que quand je on veux a juste quand même... rappeler quelque chose. Quelqu'un avait dit un jour, je ne me rappelle plus, qui... tous les pays du monde ont une mafia. Je crois que c'était Boudiaf Rabbi Rahmou. Mais chez nous, la mafia tient tout le pays. C'est l'armée, l'administration. D'ailleurs, l'affaire Zenjabil, elle avait inquiété des généraux, des ministres, des walis, des procureurs généraux, des procureurs, des officiers supérieurs de la gendarmerie. C'était des centaines de gens qui étaient dans le truc, et puis ça a été étouffé. Et on a tué Zenjabil, enfin, on lui a fait subir une crise cardiaque, évacué dans une clinique, il en est sorti mort. C'est pour ça que je parle de narcopolitique, parce que surtout lorsqu'il s'agit de cocaïne, quand même, à cette échelle-là, généralement, c'est des affaires d'État. Hein. Oui. Et donc, dans le système de pourrissement actuel dans lequel se retrouve l'Algérie, je pense que les bulles puantes de ce régime vont flotter. Donc il y a beaucoup de choses qui vont monter à la surface, et parmi lesquelles c'est ce genre d'affaires. On a d'autres. Hein. Je crois que, par exemple, même la crise d'eau, par exemple, oui. L'eau potable à Alger, capitale, ça me rappelle quand même ce que disait Tebboune avant d'être élu. Il disait qu'il allait résoudre et qu'il allait mettre, qu'il allait mettre justice dans cette affaire des régions qu'il a appelées les régions marginalisées, Manatek al-Dhilla, c'est les zones d'ombre. Hein. Et il a fait justice sur ce dossier, je le disais tout à l'heure d'une manière ironique, parce que même Alger maintenant, c'est toute l'Algérie. Voilà, il n'y a pas de jaloux maintenant. Donc toute l'Algérie, c'est une zone d'ombre. À Alger, la capitale de l'Algérie qui connaît une pénurie d'eau, qui est en train d'inquiéter le gouvernement, qui a peur d'émeutes, hein, quasiment. Oui, donc dans ce système de pourrissement, où la corruption maintenant est devenue un mode de fonctionnement d'État. Il y a toutes ces affaires-là qui vont apparaître. Et je pense que le plus important pour nous, le plus intéressant, c'est pas de savoir qui est qui ou qui est derrière quoi, qui gère quoi, qui a fait quoi. Je pense que ce qu'il faut faire maintenant, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre fin à ce système. Parce que c'est un système. Et justement. Et c'est là où le nationaliste se voit, en fait. Parce que nous, en tant qu'Algériens, on n'accepte plus cette situation dans laquelle l'Algérie, elle est citée dans des scandales mondiaux. Quand même, l'Algérie, c'est pas ça, c'est beaucoup mieux que ça. Mais voilà la situation dans laquelle ce régime nous a mis, nous, en tant qu'Algériens. C'est pour ça que nous sommes tous concernés. Et c'est pour ça que le Hirak est né. Voilà. Et je vais profiter de cette situation parce que j'ai peur que vous oubliez, M. Benchenouf, oui. Pour dire que dimanche prochain, il y a une marche à Paris pour la diaspora. Et on ne va pas y aller parce qu'on n'a rien à faire dimanche. On ira parce que c'est de l'Algérie qu'il s'agit. C'est un acte militant. C'est un acte militant qui concerne tous les Algériens qui sont à l'étranger. Il faut au moins qu'on dise non, qu'on n'accepte pas ce système. Voilà. Le moment est crucial. Parce que ce que vous voyez, que ce soit les affaires de drogue, les affaires de droits de l'homme, d'emprisonnement, tout ça, c'est l'affaire de tous les Algériens. Ça salit tous les Algériens. Alors, justement, personne, activiste
observateur de la situation en Algérie, ne peut nier que le Hirak traverse en ce moment une étape, au moins, disons-le, de pause. Certains parlent même d'électrocardiogramme plat, même si la Kabylie reste aussi mobilisée qu'elle fut au premier jour. Mais la subversion use justement de cette exception kabyle pour tenter de faire croire que cette révolution n'est pas celle de tout le peuple algérien, mais juste celle d'une région parmi toutes les autres qui sont présentées par cette même contre-révolution, par cette même subversion, comme des régions acquises au régime, CQFD. Une propagande qui met le tout récent boycott sous le tapis, qui l'oublie, qui n'en parle pas. Un boycott qui se trouve être pourtant une autre déclinaison du même Hirak. Et encore plus fort, puisqu'il se décline, qu'il se conjugue sous une forme très prononcée de la désobéissance civile. Et on ne rappellera jamais suffisamment, en effet, que le boycott est l'acte le plus accompli, le plus abouti et le plus pacifique de la désobéissance civile. Et celui qui vient d'avoir lieu a non seulement le mérite d'avoir été massif, plus de 90% de la population, des électeurs, mais unanimement observé par l'ensemble du territoire national. Et c'est cet aspect du Hirak qui annonce la profonde mue du Hirak, d'un mouvement de protestation qui ressemblait plus à une thérapie collective de tout un peuple vers une structuration et une feuille de route avec des actions concrètes et presque instinctivement embrassées par tout un peuple. La formidable répression qui s'est abattue sur les activistes et le recours à l'emprisonnement systématique montrent bien cette fuite en avant d'un régime acculé à ses ultimes ressources. Et je vous pose la question, mes chers amis, le Hirak, est-ce qu'il est en pause technique? Est-ce qu'il est en train de refaire le carburant pour pouvoir mieux repartir? Est-ce qu'il est vraiment fatigué? Est-ce qu'il est vraiment démobilisé? À votre avis? Rien de tout cela. Rien de tout cela. Je pense que le Hirak est actif. Il est encore actif comme un volcan qui reste actif. Même s'il n'est pas en éruption. Mais il est actif, toujours actif, comme un volcan. Quelle belle métaphore, je trouve. Merci. Ouais. Comme dirait Newton, 10 000 difficultés ne font pas un doute. Il y a des difficultés, il peut y avoir des difficultés, mais il ne faut se faire aucun doute que la vie de cette révolution est là. Elle vit encore. Cette révolution vit. Elle vit en Kabylie. Oui, mais pourquoi ne vit-elle... je vais tenter de faire l'avocat du diable. Pourquoi ne vit-elle pas de la même manière qu'en Kabylie? En Kabylie, le Hirak est presque de la même intensité que le premier jour. Or, dans les autres régions du pays, le Hirak, qui est toujours là, ne serait-ce que dans les esprits, mais dans certaines régions, on ne voit que 10 personnes, 20 personnes. Pardonnez-moi, je vais encore citer quelqu'un, Jean Racine, qui a tragédie, dit... Oui, quelle tragédie. Qui a dit quelque part, je ne me souviens plus, « Jamais on ne vaincra les Romains qu'à Rome ». Or, le pouvoir, ou certains de ces analystes savent cela aussi, que cela devait se passer à Rome, c'est-à-dire Alger. Alger, la région d'Alger. Et voilà. Donc il essaye d'externaliser le... Mais Blida est aussi dans la région d'Alger. Oui, mais il faut que les gens... Elle est même plus proche d'Alger que Béjaïa, par exemple. Oui, Monsieur Benchenouf, juste interrompre Brahim 2 secondes. Quand on a la capitale, on a le pays. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est comme ça dans tous les pays du monde. C'est vrai. Pardon, Brahim. C'est vrai d'une certaine façon, mais on sait que les régions, les périphéries, évidemment, tout à fait. Les périphéries peuvent aller vers le centre, travailler vers le centre. Moi, je crois que, contrairement à ce que disait Racine, qu'on vaincra, même
avec quelques régions encore en éveil. Demain va être mardi. Vous savez que mardi et vendredi étaient les 2 journées principales du Hirak. Or, vendredi, c'est encore un peu vivant, mardi, un peu moins. Est-ce que c'est parce que les étudiants sont en vacances? Est-ce que parce qu'il y a des mobilisations? Est-ce que parce que déjà tenir un seul jour dans la semaine, c'est déjà pas mal? Ou c'est déjà beaucoup? Il y a aussi, il ne faut pas négliger, moi je crois que ce n'est pas négligeable pour une fois. La lassitude, peut-être. Pardon? La lassitude, peut-être. Non, mais je ne crois pas que ce soit la lassitude. Je veux dire que les actions qui sont menées, et Karim a raison de rappeler qu'il y a une marche le 4 juillet, je le répète, il faut être nombreux, il faut être très très nombreux. Une marche de Tizi Ouzou, de dimanche ici. Oui, mais le 5 juillet, ça va être une marche aussi en Algérie, oui, en Algérie. de Tizi Ouzou à Alger. Je veux dire que ce qui se passe singulièrement en France n'est pas négligeable. Qui est très important. N'est pas négligeable. La révolution continue de vivre et à vivre. Comme elle peut. Elle vit. Bien entendu, il y a quelquefois des bâtons dans les roues. On essaye de diviser, mais la division, il faut le dire, même si... Il fallait s'y attendre, de toute façon. Mais ça ne fonctionne pas comme il l'espérait. Ça ne fonctionne pas comme il l'espérait. Parce que nous l'avons vu à la dernière marche. Il y avait, vous l'avez dit vous-même, il y avait 6 à 7 000 personnes, à vue d'œil en tout cas, je n'ai pas fait. 6 à 7 000 personnes. Ça veut dire que cette réunion... Mais hier, il n'y avait que 300 personnes. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il ne faut pas, je viens de le dire, 10 000 difficultés ne font pas un doute. Mais Idir, est-ce que le fait, comme je suis en train de le faire maintenant, le fait de reconnaître des choses, ça veut dire le Hirak n'est plus ce qu'il avait été, à Paris, qui a connu des sit-ins sur la place de la République de 30 000 personnes et même de 50 000 le 1er novembre 2019. Hier n'a connu que 300. Aujourd'hui, que le Hirak n'est pas le même dans toute l'Algérie, qu'il est toujours vivant, surtout en Kabylie, même plus à Alger. Est-ce que le fait de dire tout cela et être pessimiste, et être démobilisant, et être défaitiste? Non, je comprends Brahim quand il n'est pas dans un déni, parce qu'il est conscient de tout ça aussi, comme Karim, comme nous. Ce que vous dites est juste. Mais le problème, c'est que c'est encore une fois les moyens qu'a mis le pouvoir pour réprimer les gens, la situation économique des citoyens, les examens locaux, la crise sanitaire, toutes ces questions font qu'il y a un peu de démobilisation. Mais je rejoins Brahim aussi que c'est comme un volcan et que ça risque de reprendre de toutes les manières. Parce qu'ils nous emmènent justement, ils nous produisent de la violence. On n'en est peut-être même pas conscient. Cette violence-là va nécessiter probablement un retour de violence. C'est ce qu'ils cherchent peut-être. Quant à dire que la Kabylie va marcher ou pas marcher, pour moi c'est secondaire, pour moi c'est l'idée, c'est comment exactement arriver pas à structurer, à organiser ce Hirak par wilaya, parce qu'il est urgent que ça se fasse. Sans ça, les gens n'ont plus d'image représentative, n'ont plus d'icône. Déjà que nous, en tant que citoyens, on ne s'identifie pas à l'État, qui est une machine. Moi, je ne m'identifie pas à l'État, parce que c'est un État qui n'est pas vertueux, d'abord. Et donc, je ne m'identifie pas à l'État tel qu'il est, celui que vous condamnez tout le temps. Et je suis d'accord avec vous. C'est ces questions-là. En plus... Moi, je ne condamne pas l'État. Moi, je condamne le régime. Oui, le régime. Pour moi, l'État n'existe pas. Ah oui, d'accord, non, on ne va pas revenir. Je mets de côté ces grands commis de l'État, ces fonctionnaires dignes qui sont en train de tenir le pays sur leurs épaules, grâce à eux qu'on a de l'eau au robinet et tout. Mais d'État, moi, je n'en vois point. Regardez tout simplement quel est le paysage politique qui s'offre à nous à la lecture du dernier scrutin. Ouais. Il n'y a même pas de force de régulation politique. Comment réguler tout ça? Brahim l'a dit d'une autre manière, ça c'est un. Il y a la crise de la représentativité aussi. C'est toutes ces questions, mais ces questions, elles ne peuvent avancer, que s'il y a des images, comme je l'ai dit souvent, M. Benchenouf, j'ai dit il faut que le Hirak innove. Il faut qu'il y ait de nouvelles personnes qui émergent, qui aient la vision. Ensuite, c'est un problème d'outils, un problème de méthode après. Et là, à ce moment-là, avec des objectifs communs, qu'est-ce qui empêcherait les politiques, encore une fois, je reviens là-dessus,
puisque nous ne reconnaissons pas l'élection, nous ne reconnaissons pas le 1er novembre, et encore moins cette élection. Qui empêcherait pas le 1er novembre, le référendum. Le référendum, oui, excusez-moi. 54, Bon, pour moi, je vais te dire, à la limite, ma seule référence et mon mythe fondateur, c'est celui-là. Voilà. Qu'est-ce qui empêcherait les politiques de demander la démission de M. Tebboune? C'est une action politique qu'il faut mener. Quelle politique? Je dis là, pas ceux-là, ceux qui sont à l'extérieur. D'ailleurs, nous allons écouter Benguerina dans un petit moment quand il parle de JSK. Juste pour toute l'affection. Allez-y, je vous en prie. Je ne fabrique pas de politique. Et ce que je voulais juste terminer en disant que ce que nous propose le pouvoir, ce n'est même pas un pluralisme contrôlé. Ce n'est rien. Et avec ça, on va à l'échec. Qu'ils prennent conscience qu'on va à l'échec et qu'on va peut-être, j'espère pas, à une catastrophe. Oui. J'en aurais été Si je peux permettre, oui, allez-y. m'y a autorisé. Moi, je trouve que le pouvoir illégitime est bien mal en point que la révolution. La révolution se porte bien. Il y a Vous êtes très optimiste. Oui, mais il y a quelques difficultés. Elle se porte bien. Mais elle est comme le volcan. Oui, moi je le trouve extrêmement positif. Le système est bien mal en point. Oui. Alors, on va faire l'inventaire. Oui. Combien de généraux sont en prison? Combien de généraux sont en fuite? Combien de ministres, premiers ministres, etc., sont en prison ou en fuite? Etc., etc. Et tout ça, c'est le Hirak. Oui, mais justement. Oui. Donc, ça a escompté sur le Hirak. Le système est en décomposition, le pouvoir illégitime est en décomposition. Il est en anthropophagie. Oui, ils se mangent entre eux en plus. Ils se mangent entre eux. Bon, l'essentiel, c'est qu'ils ne nous mangent pas. Bon. Mais ils se décomposent. C'est comme dirait Katib Yassine, c'est un cadavre encerclé. Oui. Alors, Karim, je rappelle juste qu'après votre intervention, nous allons passer Benguerina en train. Benguerina qui avait estimé que toute une région était quasiment, je ne veux même pas répéter les mêmes termes qu'il a utilisés, vous allez l'écouter en train de dire combien il aime les Kabyles et la JSK et tralala, mais je vous laisse vous exprimer, Karim. La question que vous avez posée est très importante, Ben Chenouf. Et sur ce point, je dois développer un petit peu. Je suis beaucoup plus proche de la position de Brahim, même si je vais la nuancer un petit peu. C'est que déjà, quand on fait le bilan, il y a le côté crise qu'a soulevé aussi Deidir, mais la crise, je l'ai déjà dit sur ce plateau, cette crise ne nous concerne pas, c'est celle du régime. Donc déjà, c'est la crise, tout ce qui se passe actuellement, la crise socio-économique, tout ça, c'est une manifestation, c'est des manifestations de la crise du régime. Quand on vient côté Hirak, le Hirak, il y a deux côtés. Il y a le côté opérationnel, qui est vraiment, oui, il y a des hauts et des bas. Et moi, je pense que lorsque les manifestations, les marches à Alger, lorsque les marches ont été autorisées ou permises, c'était le Hirak. À partir du moment où les marches ont été interdites, et c'est là que j'ai rejoint, que j'ai récupéré la terminologie de Brahim, pour moi, le Hirak s'est transformé en révolution. Et là, il y a un changement majeur quand on se place d'un côté de révolutionnaire. Parce que pour les révolutions, et c'est ça la force de cette révolution, c'est que soit elle va réussir en tant que révolution, et elle se fait en révolution, et on aura un nouveau système, soit révolution, il n'y a pas réellement, elle s'arrête à un certain moment et on aura autre chose. Pourquoi? Parce que la révolution ne se fait pas que des marches. La marche, les rassemblements, toutes les actions sont des outils de cette révolution. Mais la révolution se fait d'abord en soi. C'est pour ça que maintenant la révolution, elle n'est pas en train de ralentir ni de faiblir. Elle est en train de changer d'opération, elle passe à autre chose. Par exemple, moi je vous le dis, il y a des sujets qui vont se poser, comme les sujets de l'identité, de la religion, beaucoup de choses. Il y a une société qui va être soumise à l'épreuve. Et la révolution, c'est ça sa force. Pour la révolution de Ben Chenouf, je vous dis quelque chose qui ne vient pas de moi, qui vient d'un grand philosophe qui s'appelle Deleuze, et qui dit que les révolutions n'ont pas d'avenir et n'ont pas de passé. Et c'est vrai. Vous allez voir que c'est des devenirs, c'est l'instant, c'est des devenirs. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les gens se mettent dans des devenirs. Je deviens révolutionnaire. Pourquoi? Parce que cela m'indigne. Je ne supporte pas.
personnellement, en tant qu'activiste de cette révolution pacifique, je ne supporte plus ce système. À un certain moment, il y a un refus, une indignation, mais elle est de l'ordre philosophique même, existentiel. C'est-à-dire que moi, en tant qu'Algérien, je ne me sens plus concerné par ce système. En tant qu'individu. Oui, je me vois déjà dans autre chose. Et ce autre chose, il faut qu'on le travaille ensemble. C'est ces questions-là qui vont se poser. C'est pour ça que je dis, par exemple, moi, le combat identitaire, il faudrait qu'on fasse des émissions sur ça. Le combat identitaire, c'est le combat de tous les Algériens. Il y a des boulevards. La religion, la question de la religion, Rachid, d'autres partis. Il faut qu'on en parle. C'est des choses desquelles... Mais pas en parler d'une manière politique. Il faut en parler d'une manière révolutionnaire. Dans le cadre d'un projet de société. Dans un cadre de devenir. De devenir, absolument. Je me permets de vous interrompre, Karim Naïtou Slimane, merci. Dirou Nourn, merci. Ibrahim Younsi, merci. Un dernier mot. Oui. Il ne faut pas voir, je l'ai noté là, il faut avoir un sens mathématique des rapports de force. Et quoi alors? Nous sommes plus de 20 millions, ils sont quelques centaines. Oui. Ah, pour ça, c'est sûr. Oui. Pour terminer, oui, bien sûr. Il faut que tout le monde comprenne que ceux qui ont animé les questions identitaires depuis Boulifa à aujourd'hui disaient une chose, M. Benchenouf, que la question identitaire est consubstantielle à la démocratie. J'aimerais que nos citoyens algériens... J'allais vous le proposer. Pour cette Algérie, la seule manière d'avoir nos droits, d'arracher nos droits, c'est de défendre ceux des autres. Très bien dit. Quelle belle chute. Restez avec nous parce que vous allez écouter M. Bengrina. Sinon, demain, c'est un autre mardi du Hirak. Et ce sera toujours comme ça jusqu'à la libération totale. Et merci d'avoir suivi cette émission. Selmiya, Selmiya, Khawa, Khawa. Khawa la khair.